Alors, une présentation un petit peu plus longue qu'une autre vidéo qui est disponible, qui concerne l'introduction sur l'échantillonnage d'une moyenne. L'idée, c'est d'étudier les superficies d'appartements parisiens. Donc, la distribution, c'est pas une loi normale au départ. Donc, en fait, on considère à peu près 57 000 observations et je vais définir ça comme étant ma population. Donc, on va être amené à faire des tirages aléatoires dans cette population. Si on veut un échantillon de taille 10, on va tirer 10 surfaces au hasard. Si c'est un échantillon de taille 5, on va tirer 5 surfaces au hasard, en faire la moyenne. Et ce qu'on voudrait, c'est trouver la loi de cette moyenne à n données, donc n égale 5, n égale 10, n égale 15 ou autre, et regarder le comportement de cette loi. Alors, des petites statistiques descriptives pour commencer sur la population. Il y a 57 000 valeurs, on va entre 10 et 130 mètres carrés. J'ai tronqué à 130 parce qu'il y a même quelques superficies au-delà de 400. Les quartiles, vous en avez évidemment 3. Il y a 25% des appartements en dessous de 29 mètres carrés. Vous en avez 25 au-dessus de 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Donc là, vous avez l'intervalle interquartile et donc vous avez 50% des appartements qui ont des surfaces entre 29 et 65 mètres carrés. Et la médiane est de 40. Nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la moyenne, à peu près 49 mètres carrés, et l'écart type qui est de 25,8 mètres carrés. Donc, si la loi était gaussienne, ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu, on pourrait, avec un écart type autour de 48, de 49, plus ou moins un écart type, avoir 68% des valeurs, et avec pratiquement deux écarts types, normalement c'est 1,96, donc moins 1,96 et plus 1,96 écart type, on aurait 95% des valeurs. Vous voyez déjà que deux écarts types vous amèneraient à une superficie plus petite que 0. Donc, on constate bien que la distribution n'est pas gaussienne. Donc le reste, je vous le montre, c'est l'asymétrie qu'on avait vue, elle est positive, donc on a bien une asymétrie à droite. Et puis après, c'est les intervalles de confiance dont on n'a pas besoin forcément pour le moment par rapport au stade où on en est du coup. Donc les deux points cruciaux pour nous, c'est la moyenne dans la population, 49 mètres carrés, et puis la dispersion au sein de la population, puisqu'évidemment, plus la population est dispersée, plus sur notre échantillon, on a la possibilité d'avoir des valeurs différentes et donc disperser elles-mêmes. Alors, on va regarder le principe de l'échantillonnage et à quoi ça correspond. Donc, l'idée, c'est de choisir des surfaces de manière aléatoire. Donc là, vous avez d'autres vidéos pour voir d'ailleurs comment choisir et sélectionner des valeurs au hasard dans Excel, dans plusieurs méthodologies. Vous pouvez suivre dans d'autres illustrations. Donc ici, je vous montre le principe, sans rentrer dans la complexité ou en tout cas l'aspect technique lié à Excel, le logiciel d'ailleurs. Donc là, j'ai pris au hasard 5 superficies. Donc j'ai 14, 31, 20, 54 et 98 mètres carrés. Donc vous avez les valeurs représentées sur l'histogramme de la population. On se doute, même si c'est 5 valeurs simplement, qu'il y a plus de chances d'avoir des petites valeurs, puisque la proportion de petites valeurs dans la population est plus grande que des superficies plus élevées. On l'a vu avec le troisième quartile qui était à 65 mètres carrés. Donc ça, c'est un échantillon. Donc, sur cet échantillon, ce qu'on peut faire, c'est calculer la moyenne. Donc là, on a une moyenne de 43,4 mètres carrés, qui est ici. Évidemment, ça ne nous apporte pas grand-chose, puisque ça nous donne simplement une observation sur notre expérience aléatoire qui consiste à observer la moyenne de 5 superficies. Donc, ce qu'on va faire, c'est observer un deuxième échantillon. Donc, on prend 5 autres appartements choisis au hasard, on relève les superficies correspondantes et on peut de même en calculer la moyenne, et là, on obtiendrait 48,6. Alors, on va pas s'en sortir, puisqu'évidemment, ça suffit pas, mais en tout cas, on voit bien qu'on n'a pas 3 mètres carrés ni 120 mètres carrés. Donc, on va quand même essayer d'en prendre un troisième juste pour vous montrer que la logique est toujours la même. Et globalement, on a l'impression qu'on observe plutôt des petites surfaces. On n'a pas observé que des cas où on aurait des surfaces supérieures à 100 mètres carrés. Alors, si j'en prends 10 pour essayer de rentrer dans la page, parce que si j'en prends 1000 directement, ça va être complexe, on pourra sur ces 10 échantillons, donc ça veut dire que j'ai répliqué 10 fois mon expérience aléatoire, calculer les moyennes. Donc j'ai 43,4, 48,6, 47,2, ainsi de suite, jusqu'à 38,4. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment se comportent ces moyennes. Donc quelle est la forme de la distribution des moyennes qu'on calcule sur les échantillons taille 5.
Évidemment, là, on n'a que 10 valeurs, donc ça n'a pas trop de sens. Et ce que je veux vous montrer, c'est comment on construit l'histogramme malgré tout. Même si vous avez eu des vidéos, il y a des vidéos à ce sujet sur des échantillons plus grands, c'est pour comprendre le principe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer les moyennes en différents groupes et on va compter combien d'observations dans chaque groupe. Et on va représenter le graphique correspondant qu'on appelle un histogramme. Donc là, les groupes, ils sont ici. Je les ai créés de 34 à 3 à 36, 73 mètres carrés, 36, 73 à 39, 16, et ainsi de suite. Donc, borne prise, pas prise, tout ça, vous avez déjà vu ça en première année ou dans d'autres vidéos relatives au cours de la statistique descriptive. Donc là, en fait, dans cette tranche-là, qui est mise en avant, on voit qu'il y a 3 moyennes. Là, en bas, je les ai ordonnées. Comme ça, vous avez les valeurs. Et donc, vous avez 3 observations qui correspondent à ce groupe, à cette classe. Et donc, vous allez avoir un pic de hauteur relative par rapport aux autres, où il n'y en a pas, où il y en a moins, où il y en a un, où il y en a deux. Les cas où vous avez une seule observation, c'est les 3 classes suivantes, 39, 16, 41, 59, celui-ci, et puis le dernier de 56, 17 à 58, 6, pour les 3 valeurs qui sont représentées en bas. Donc, vous avez bien 3 barres qui sont avec une observation. 2 observations, c'est celle-ci. Vous avez compris le principe. Et donc, si je reviens sur les 3, 1 et 2 observations, on constate qu'à chaque fois, quand on regarde notre histogramme au final, ces cas-là n'arrivent pas. Alors, ce que je vous ai mis là n'est pas tout à fait exact, mais sachez que dans la population, il y a 2,6% des surfaces qui sont supérieures à 110 mètres carrés. Donc, imaginez que j'en prenne 5 de manière aléatoire, ça ferait 0,026 puissance 5, et donc on a une chance sur 100 millions d'avoir 5 appartements, donc 5 surfaces supérieures à 110 mètres carrés. Donc ça, c'est un phénomène qui est évidemment impossible. Alors, c'est pas exactement la probabilité correspondante, puisqu'on peut avoir une moyenne supérieure à 110 avec des appartements supérieurs à 110 et d'autres plus petits. Et c'est pour vous donner une idée pourquoi ce type d'événement va être extrêmement rare et donc avoir peu de chances d'être observé en pratique. La même chose pour des appartements qui dépasseraient 90 mètres carrés, et on aurait la même chose pour des valeurs évidemment petites, ce que je ne sais pas représenter ici. Alors on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, hein, puisqu'on n'a que 10 échantillons, donc on n'a que 10 moyennes de taille 5. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe quand on en prend 10 000, et on va regarder l'histogramme correspondant de ces 10 000 valeurs. Alors ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au départ, ça s'apparente à une loi normale. En tout cas, je le dis comme ça, simplement, par description. Évidemment, il faudrait représenter la loi normale sur ce graphique et puis même comparer les probabilités empiriques et théoriques. Empirique, c'est celle qu'on a sous les yeux. Donc, elle est 10 000 valeurs de moyenne d'échantillons de taille 5 et puis éventuellement un test statistique. Alors, si ça paraissait gaussien, pour faire un ajustement gaussien, il faut estimer la moyenne et l'écart type sur l'échantillon. C'est fait ici. Donc là, vous avez une moyenne à 48,9, donc on est près de la vraie moyenne de la population, hein, qui était à 49, et l'écart type en 68, donc plus rien à voir avec l'écart type de la population. La loi est beaucoup plus concentrée. Vous voyez, on était de 10 à 130 mètres carrés, et là, on est de peut-être 18 à 90. Donc l'écart type est bien plus faible que ce qu'on avait précédemment. Par contre, ça n'a pas l'air gaussien pour différentes raisons, et on le verra avec les probabilités par la suite et les proportions dans la population. Là, il nous manque des valeurs, puisque comme il y a de très grandes superficies, donc on a une asymétrie à droite, ça va décaler la distribution vers la droite en termes de valeur moyenne. Au centre de la distribution, c'est là où on a énormément de petites valeurs, donc on va sortir de la loi de Gauss par la gauche, au cœur de la distribution. Et à l'inverse, on va un manque de valeur centrale de ce côté-là et un excès de moyenne élevée au-delà de 70 mètres carrés à peu près. Là, tout ça semble à peu près correct. C'est dû au fait que la loi est asymétrique à droite. Alors évidemment, c'est complètement intuitif. Ça ne nous dit pas grand-chose. On aurait pu ici dire que c'était gaussien. Alors on voit que c'est pas tout à fait le cas, mais évidemment, avec ces remarques-là, c'est beaucoup plus pertinent. Alors là, ça devient catastrophique. On comprend bien que ça l'est pas du tout. On a comparé ici quelques intervalles. Donc là, c'est l'intervalle entre 10 mètres carrés et 15 mètres carrés. On observe dans nos échantillons de taille 5, 2,1% des moyennes qui appartiennent à cet intervalle entre 10 et 15. Alors que si la loi avait été une loi normale, on aurait dû en observer 9%.
Donc là, je vous renvoie au calcul dans la gaussienne et comparaison aussi avec les vidéos sur des lois empiriques et des lois théoriques. Entre 20 et 30, 17, 5 et 10, et ainsi de suite. Donc ça marche pas du tout. Et si vous faites un test, parce que là, il faudrait prendre évidemment l'ensemble des classes, hein, pas simplement les quelques que j'ai représentées ici, on rejetterait très largement la normalité. Donc, on avait notre loi au départ, qui est ici. On a calculé des échantillons de taille 5. Si on n'en prend qu'un, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Bon, avec 10, les échantillons de taille 5, c'était pour vous montrer la construction de l'histogramme. Là, vous en avez 10 000. Mais malgré tout, donc on a bien la forme, hein. On voit bien l'idée que les moyennes d'échantillons de taille 5 sont pas au hasard, mais c'est pas gaussien. Et ça, on rejetterait statistiquement le test, même si ça s'apparente à la normalité. Alors si on rejette pas avec n, si on rejette la normalité avec n égale 5, ça pourrait être encore pire avec n égale 4. Vous voyez, on se décale encore plus ici. Avec n égale 2, c'est assez catastrophique. Par contre, on récupère évidemment un petit peu la forme de la population, c'est tout à fait logique. Mais on a déjà une plage de valeurs plus petite, donc on va de 10 mètres carrés à 110, 115. Et il faudrait évidemment augmenter n comme c'est fait ici et là pour avoir une plage plus petite. Donc plus n augmente, on constate pour l'instant, même si c'est pas gaussien, que les valeurs plausibles se resserrent. Donc là, avec 25, ça paraît pas mal du tout. Donc il y a toujours des valeurs un peu en trop ici, un peu en moins ici. Ici, il en manque et là, il y en a plus. Et on voit qu'on est maintenant entre 20 et 80 mètres carrés. Et avec n égale 100, ça paraît pas mal. Ne vous faites pas avoir, hein. Les variations que vous avez par rapport à la courbe noire, il y a à la fois l'effet d'échantillonnage et il y a aussi des fluctuations d'échantillonnage. C'est que là, on a pris 10 000 échantillons de taille 100. Donc là, j'ai fait un histogramme avec 10 000 valeurs et je peux pas en avoir une infinité. Il faudrait que j'ai une infinité d'échantillons de taille 100, calculer la moyenne et regarder l'histogramme. Là, c'est pas le cas. Donc malgré tout, ce que je peux faire, c'est comparer les probabilités cette fois-ci. Donc on voit que l'écart type a drastiquement diminué. Tout à l'heure, on était à 11,7 avec n égale 5, on est à 2,6 mètres carrés. Donc on est très concentré sur ce que je raconte et aussi sur la moyenne, qui était estimée ici à 48,996, donc 49 mètres carrés, on est pratiquement sur la valeur de la population. Et on a 2,6 mètres carrés d'écart type. Donc à plus ou moins 2 écarts types, on doit avoir 95% des valeurs. Et si vous ne faites pas ça simplement pour cet intervalle de fluctuation, mais vous le faites pour différents intervalles, là je les ai tous pris entre 42 et 58, on verrait que les valeurs observées sont statistiquement non différentes des valeurs gaussiennes. Donc en fait, avec n égale 100, même si la population n'était pas gaussienne, on obtient la normalité. Et donc ça veut dire qu'on est capable de faire des calculs avec la loi normale dès que n est grand. Certains d'entre vous connaissent déjà le théorème central limite, c'est ce qui se passe ici. Et donc, on sait que le phénomène va être gaussien. Donc, la moyenne avec n égale 100, même si la population n'est pas gaussienne, sera bien une loi normale. Donc, le test n'est pas mis ici, mais je vous donne le résultat. Donc, avec n égale 1000, après, tout dépend évidemment du nombre de barres que vous mettez, parce que le nombre de barres correspond au nombre de groupes. Et quand vous mettez en place des tests statistiques, il faut quelques petites contraintes, en tout cas pour connaître la loi sur certaines hypothèses. Il faudrait que l'effectif théorique soit au moins supérieur ou égal à 5. Donc c'est le test du Guy2, en tout cas c'est un test de normalité qui existe, il y en a d'autres. Et là vous avez exactement les mêmes données, mais représentées avec plus de barres. Donc il y aura plus de fluctuations d'échantillonnage sur certaines barres. Pourquoi? Pardon. Parce qu'en fait, il y aura moins de valeurs par classe. Donc s'il y a moins de valeurs, il y a plus de variance, et s'il y a plus de variance, il y a plus de fluctuations. Donc là, je vous ai pris quelques cas. Donc je pars de 46,75 mètres carrés jusqu'à 51,25. Donc ce que j'ai fait, comme la moyenne c'est 49 mètres carrés, vous l'avez là, j'ai pris 0,25 autour, donc j'ai pris des intervalles d'amplitude 0,5 mètres carrés. Donc là, je suis parti d'ici pour aller là, donc on voit qu'on est vraiment autour de 49, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au départ. Donc on observe 23 dans la queue gauche, donc pour les valeurs ici faibles, c'est 1% en théorie. Au centre, on a la même chose aux arrondis près, et voilà pour le bas. Pour les suivants, on a 4, 8, 4, 7, 5 et 4, 4, 11, 6, 11, 8, et puis ainsi de suite. Et là, le test non plus
permettrait pas de rejeter l'hypothèse de normalité. Et en fait, le résultat, c'est même qu'on a la normalité de nos moyennes. Donc, en fait, si n est grand, même si la population n'est pas du tout gaussienne, donc ne suit pas une loi normale, vous avez le résultat théorique majeur. Donc, en espérance, vous tombez sur la vraie moyenne de la population, et la variance de votre variable aléatoire, c'est la variance de la population divisée par n. Donc, on pourrait le retrouver sur ce qu'on a fait comme calcul, et l'intérêt de ça, c'est que si vous avez la moyenne 49 et l'écart type, vous pouvez faire tous les calculs que vous avez envie de faire, même si vous n'observez pas les échantillons comme on l'a fait ici. Donc, c'est pas la peine d'échantillonner 1000 fois des échantillons de taille 100. Donc là, j'ai pris 100 surfaces, et la probabilité qu'on dépasse 51 mètres carrés, on peut la calculer directement avec une gaussienne, puisqu'on a le résultat théorique suivant, et ça fait 22%. Donc, si vous prenez la moyenne de 100 appartements à Paris, la probabilité que la moyenne de 100 appartements dépasse 51 mètres carrés, c'est 22. Et là, vous pouvez faire le calcul avec Excel directement. Donc, vous voyez bien le racine de 100, puisque là, Excel a besoin de l'écart type. Le 25,847, là, vous avez le 25,9 qui était la ronde. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, en vert, c'est la distribution en vert clair des superficies à Paris. C'est comme s'il y avait n égale 1. J'ai représenté ici. Avec n égale 25, ça paraît déjà un petit peu gaussien. Faites attention aux fluctuations ici d'échantillonnage. Et là, vous avez le fait à la fois que ça se concentre et puis que c'est gaussien, on l'a vu précédemment sur un autre graphique. Donc évidemment, toute la masse de proba va se retrouver autour de 49 mètres carrés. Donc ce que j'ai fait pour vous montrer qu'on avait bien les résultats théoriques, j'ai pris la moyenne donc de la population, et ça c'est ce que j'ai obtenu en prenant 10 000 échantillons de taille 1. Donc on sait qu'en espérant ça marche, il faudrait prendre une infinité d'échantillons de taille 1, et c'est évidemment le principe, avec remise évidemment, hein, parce que sinon il suffit de prendre toute la population, et on a évidemment la vraie moyenne. Et il s'est passé la chose suivante, hein, quand j'ai augmenté n, je suis bien resté aux fluctuations d'échantillonnage près, parce que j'ai pas pu prendre une infinité d'échantillons. J'ai bien vérifié qu'on avait le résultat théorique, aux erreurs près. Et pour la variance, le sigma 2 sur n, et là j'ai représenté l'écart type, donc 25,85 en théorie, je l'estimais à 25,65, et puis à la fin 0,41, 0,41, 0,41, 0,82, 0,81, et les erreurs sont évidemment non significatives. Donc c'était pour illustrer la décroissance de la variance. Donc voilà le résultat majeur. Quand n est grand, même si la population n'est pas gaussienne, vous allez pouvoir appliquer la normalité. Donc vous avez vu à travers cette petite vidéo, qui est évidemment plus longue que celle qui était très synthétique, le résultat crucial de l'échantillonnage, et donc ça s'applique à n'importe quoi, parce que c'est pas la peine que la population soit gaussienne. Si vous prenez des dés à 6 faces et n'importe quelle population, quelle qu'elle soit, quand n est grand, vous avez ceci. Et donc ça marche aussi pour ce qui est des Bernoulli, donc pour des proportions, et vous connaissez éventuellement l'approximation de la binomiale, qui est une somme de Bernoulli ici, par la gaussienne. Voilà, bonne continuation à tous.